Ça y est, le gouvernement congolais vient de lever la mesure portant interdiction d'exportation du cobalt qui a frappé les compagnies minières pendant près de 6 mois. Vous suivrez une analyse sur cette décision gouvernementale et des retombées sur l'économie congolaise. Et puis une vingtaine de cadres et agents de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard a participé à une formation interne sur le contrôle fiscal dans le secteur minier industriel, une formation organisée par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques OREF en collaboration avec l'agence allemande de coopération internationale pour le développement. La question sur le renforcement du contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo était au cœur des échanges instructifs entre la délégation de l'inspection générale des finances IGF et celle de la Banque mondiale. Les développements de ces titres étant d'autres dans le corps de ce magazine Fiscalité et Développement dans une présentation signée Lambert Yuma Ramazani. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Fiscalité et Développement. Bonne nouvelle pour les miniers, le gouvernement congolais vient de lever la mesure portant interdiction d'exportation du cobalt qui a frappé les compagnies minières en RDC pendant près de 6 mois. Alors, quelle lecture faire de cette décision et des retombées sur l'économie congolaise? Eh bien, tentative de réponse dans cette analyse que nous vous proposons. Décidé en février 2025 par le gouvernement RD congolais, et ce, initialement pour 4 mois, la mesure portant interdiction des exportations de cobalt en réponse à l'effondrement des prix mondiaux aura duré finalement plusieurs mois. Cette mesure d'urgence visait initialement à stabiliser un marché en proie à la volatilité et à protéger les revenus fiscaux du pays. La tonne revenait à 23 000 $ américains en février dernier au moment où l'autorité des régulations et de contrôle des substances minérales stratégiques a brandi cette carte rouge à l'exportation de ce minerai stratégique et indispensable à la fabrication des batteries spécialement, mais aussi à plusieurs autres gadgets liés à la consommation et à la modernisation. 6-7 mois auront permis une embellie qui cote la tonne de cobalt autour de 33 000 $ américains en ce mois d'octobre 2025 contre, nous l'avons dit, 23 000 en février de la même année. Pas de très grande avancée quand on sait que cet or bleu se vendait à plus de 80 000 $ américains la tonne il y a encore un peu plus d'une année. Mais c'est déjà une grande première, car c'est une victoire pour la RDC en tant que premier producteur du cobalt et qui, face à des multinationales nantis, essaye de faire entendre sa voix. Le directeur général de CEMOC, à Kolwezi, l'entreprise qui détient la plus grande mine de cobalt du monde située à Kinshasa, avait il y a quelques semaines évoqué la nécessité pour le gouvernement congolais de revoir les termes de régulation du marché de ce métal sans préjudicer son industrie extractive. Alors, ici, avec cette levée des mesures portant suspension d'exportation de cobalt, la grande question demeure celle-ci. Comment la RDC compte-t-elle désormais concilier protection de ses intérêts économiques et approvisionnement régulier du marché mondial? Et donc, pour éviter la rechute des prix du cobalt sur le marché mondial, le gouvernement congolais a opté un nouveau cadre réglementaire élaboré par la RECOMS, l'autorité de régulation des marchés des substances minérales stratégiques. Au lieu d'un embargo total tel que vécu il y a peu, c'est plutôt un système de quotas d'exportation de ces minéraux qui a été mis en place. Pour le 4e trimestre 2025, par exemple, les exportations seront plafonnées à 18 125 tonnes, avec une répartition mensuelle progressive, c'est-à-dire 3 625 tonnes en octobre, puis 7 250 tonnes pour chacun des mois de novembre et de décembre.
La décision numéro 005/Recoms/2025 du 10 octobre 2025 fixe les conditions d'obtention, de répartition et d'exécution des quotas d'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo. Au terme de cette décision, seules 21 entreprises sur une bonne trentaine sont autorisées à exporter désormais le cobalt à dater du 16 octobre de l'année en cours. Et c'est le groupe CEMOC, avec sa mine de Kinsanfu et celle de TFM, qui gagne le plus gros quota allant jusqu'à 6500 tonnes de cobalt à exporter d'ici décembre. Le groupe Glencore, deuxième en termes d'importance de production de cobalt avec ses filiales KCC et Momi, se contentera de 3925 tonnes. Troisième bénéficiaire, le groupe ERG est autorisé à livrer 2125 tonnes de cuivre dans ces 2 derniers mois de l'année. Tandis que EGC détient un quota de 1175 et Desua 850 seulement. 14 autres compagnies minières se partageront le reste allant de 500 à 50 tonnes par entité. Cette répartition de quotas ne fait vraiment pas l'unanimité. La société civile décrit d'une part le flou dans la répartition des quotas et d'autre l'exclusion totale dans cette mesure salutaire de levée d'exportation de l'or bleu de certaines entreprises pourtant réputées productrices du cobalt. Face à ces inégalités de tonnage accordées aux uns aux autres, l'autorité des régulations et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques dit simplement avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire. Quant aux aspects fiscaux, c'est ici le lieu de féliciter les directeurs provinciaux des régies financières implantés au Lualaba pour avoir réussi, malgré ce manque à gagner, dû à l'interdiction d'exportation du cobalt pendant 8 mois, réussi donc à faire des recettes et avoir atteint, souvent et même dépassé, les assignations. Et donc, cette reprise des exportations aura à coup sûr un impact positif sur le comportement des recettes les 2 derniers mois de l'année 2025. Sous la houlette du directeur général Étienne Lutula, une vingtaine de cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD a participé du 6 au 17 octobre 2025 à une formation interne sur le contrôle fiscal dans le secteur minier industriel. Une formation organisée par le comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, en collaboration avec l'agence allemande de coopération internationale pour le développement GIZ, Prisca Sekana Lutete et Mitterrand Bia. 10 modules élaborés et présentés par le fils maison de la DGRAD, ont été dispensés durant 2 semaines, soit du 6 au 17 octobre 2025, à l'intention d'une vingtaine de cadres et agents de cette régie financière. Cette formation, voulue par le directeur général de la cadette des régies financières, Étienne Lutula, en collaboration avec la GIZ et le COREF, avait pour objectif de renforcer les capacités de contrôleurs et receveurs de la DGRAD, acteurs de l'encadrement des recettes non fiscales dans les secteurs miniers industriels. Parmi les orateurs figure Émilie Chilumba Kapinga, directrice de ressources humaines de la DGRAD, qui a exposé sur l'éthique et déontologie de l'agent public de l'État. Elle a rappelé qu'un agent de l'État a plus de devoirs que de droits. Et pour étayer son argumentaire, elle a énuméré certaines réalités qui mettent l'agent public dans une situation d'incompatibilité dans l'exercice de ses fonctions. À lire la loi, on a l'impression que l'agent public a plus de devoirs que de droits. C'est pourquoi c'est un choix. Travailler pour l'État doit être un choix. D'ailleurs, dans la loi, il est prévu une prestation de serment d'un agent. Puisqu'un agent qui représente l'État ne peut pas se comporter n'importe comment. Il est soumis à beaucoup de contraintes. Le premier devoir, il ne doit pas se placer en situation d'incompatibilité. Lorsque je me présentais, je vous ai dit, l'agent
doit être sincère et vrai dans les déclarations faites au moment de la constitution de son dossier administratif. Je ne peux pas travailler dans une banque, même à la Banque centrale du Congo, qui est de l'État, et travailler en même temps à la DGRAD. C'est impossible. C'est incompatible. Lorsque je me place dans cette situation et que le directeur général l'apprend, il doit saisir directement le ministre en charge de la fonction publique pour dénoncer. Madame Chilumba est en situation d'incompatibilité. L'autre orateur, non pas des moindres, à avoir animé cette formation, c'est le directeur général de la cadette des régies financières, Étienne Outudi Lutula, qui a exposé sur le contentieux des recettes non fiscales dans les secteurs miniers. Le contentieux des recettes non fiscales, on peut dire qu'il est semblable à un ange qui n'a pas de sexe. Le contentieux des recettes non fiscales est le même, quel que soit le secteur d'activité économique. Qu'il s'agisse du secteur minier, du secteur des hydrocarbures, du secteur du commerce extérieur, lorsqu'il y a un contentieux, la procédure, elle est la même. Elle n'est pas différente. La différence vient tout simplement du fait que les actes générateurs de recettes sont différents selon un secteur à un autre. Dans les secteurs miniers, vous avez des actes comme redevance minière, comme les droits superficiels par carré minier, mais aussi d'autres actes générateurs de recettes qui relèvent d'autres secteurs d'activité, mais qui sont perçus dans les secteurs miniers auprès des opérateurs miniers tels que les droits d'octroi des cartes de travail pour l'étranger ou les visas d'établissement de travail. À la clôture de cette formation très enrichissante, Léla Kamoni, représentante des apprenants, a exprimé au nom de ses collègues des remerciements à l'endroit du directeur général de la DGRAD pour la formation qui correspond aux objectifs de leur carrière. Arrivé au terme de notre formation sur le secteur minier et industriel prévu dans le cadre de formation foncière des cadres et agents de la DGRAD, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour avoir rendu possible et effectif ces programmes. Nous sommes particulièrement marqués par votre vision stratégique, votre leadership inspirant et votre engagement pour le renforcement des capacités du personnel de la DGRAD. Nous tenons également à remercier la coopération allemande GZ, les COREF ici représentés, pour leur appui technique et logistique ainsi que tous les formateurs désignés à cet effet parmi les cadres et agents de la DGRAD qui ont partagé leur expertise. Par ailleurs, nous saisissons cette opportunité pour solliciter une formation complémentaire en informatique, précisément Excel, outil nécessaire pour la mise en pratique de certains modules dispensés. Et pour terminer, Monsieur le Directeur général, nous vous rassurons de notre disponibilité de mettre au service de la DGRAD ces connaissances acquises. Pour leur assiduité à la formation, le numéro 1 de la DGRAD a invité le 25 agents et cadres formés à s'approprier les connaissances acquises et à le mettre en pratique. Il est évident que le nombre d'heures consacrées à cette session n'ont pas pu permettre d'évider de manière concertée et en allant dans les détails, mais il est certes aussi que les apprenants
s'en sortent avec des connaissances, en plus que les formateurs s'en sortent aussi enrichis de certaines notions en rapport avec les échanges qui ont eu lieu. Tout en remerciant aussi bien les COREF que GIZ, j'invite chaque apprenant à s'approprier les connaissances acquises et à les mettre en pratique dans l'exercice de ses fonctions au sein de notre régie financier. La mobilisation de recettes non fiscales exige un investissement important dans la première ressource disponible, à savoir l'agent et cadre de la DGRAD. C'est ainsi que nous souhaitons pouvoir organiser beaucoup plus de sessions de formation intégrant des formateurs extérieurs à la DGRAD pour plus d'efficacité. Cette session de formation a été sanctionnée par un certificat remis aux participants et formateurs par le directeur général de la DGRAD, Étienne Outudi Lutula. Après la clôture de la formation sur le contrôle fiscal dans le secteur minier industriel, le directeur général des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, Étienne Outudi Lutula, a procédé vendredi 17 octobre 2025 à la visite des installations de la direction urbaine de Kinshasa-Ouest, totalement réhabilitée sur fonds propres, une année après l'incendie qui a ravagé l'ancien siège de la direction générale. Retrouvons une fois de plus Prisca Sekana Loutete et Mitterrand Mbia. Incendié il y a une année, aujourd'hui, l'ancien bâtiment de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des DGRAD est totalement réhabilité de fond en comble sur fonds propres de la cadette des régies financières. Le directeur général de la DGRAD, Étienne Outudi Lutula, a procédé ce vendredi 17 octobre 2025 à la visite de ces bâtiments qui abritent désormais la direction urbaine de Kinshasa-Ouest du CO et d'autres services relevant de la direction centrale. Les bureaux sont climatisés, les murs sont repeints, l'électricité rétablie et le local équipé avec de nouveaux mobiliers. Et pour assurer la mobilité des agents recouvreurs, la direction urbaine de Kinshasa-Ouest a pu s'offrir 5 motos grâce à l'accompagnement de la direction générale. Tout ceci ne poursuit qu'un seul objectif, celui d'assurer une meilleure condition de travail aux agents et cadres de cette direction pour une mobilisation plus accrue des recettes non fiscales de l'État congolais. On a jugé bon de venir palper du droit les travaux de réfection de ces locaux qui ont été effectués juste après l'incendie qu'a connu la DGRAD il y a de cela une année. Je suis très impressionné par le résultat que je viens de constater parce que c'est comme si l'incendie n'a jamais eu lieu à ces lieux. On a réfectionné les bureaux. Maintenant, avec ces bureaux, les agents vont devoir travailler dans de meilleures conditions pour maximiser davantage les recettes de l'État. Donc, je suis pleinement satisfait. Mais aussi, nous avons autorisé la direction urbaine de Kinshasa-Ouest à pouvoir acheter les motos afin de faciliter la mobilité des agents recouvreurs des différents ressorts. Et ces motos ont été achetées, comme vous l'avez vu. Depuis son avènement à la tête de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, Étienne Outudi Lutula ne cesse de placer l'homme au centre de toutes ses actions. Le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga-Ngouaka, a reçu en audience le lundi 13 octobre 2025 le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Domba.
Ensemble, ils ont échangé sur l'organisation prochaine d'un atelier de renforcement des capacités pour les magistrats de ces deux cours, respectivement la Cour des comptes et la Cour de cassation. Jocelyn Lomba Baba. Eli Léon Ndombe, premier président de la Cour de cassation, a visité pour la première fois depuis sa nomination la Cour des comptes. Il a été accueilli par le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, qui avait à ses côtés quelques cadres de l'Institution supérieure des contrôles des finances et des biens publics en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont échangé non seulement de l'organisation d'un atelier de renforcement des capacités des magistrats, mais aussi sur la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. La Cour des comptes, elle contrôle la gestion des finances de l'État, des moyens de l'État, et lorsqu'elle termine son travail, elle fait le rapport, il y a des fautes de gestion, mais il y a aussi des infractions. Et toutes les infractions ne sont pas de la compétence de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes a la possibilité de transférer son rapport à la Cour de cassation via le parquet près la Cour de cassation. Et finalement, quand le parquet près la Cour de cassation a fait son travail, la table est servie par la Cour de cassation. Et donc, ces passerelles nous permettent, dans notre mission conjointe, de protéger le patrimoine de l'État. Ça peut être le patrimoine financier, c'est le patrimoine immobilier. Tous les biens de l'État doivent être protégés. Nous luttons ensemble contre la corruption, contre le détournement, contre le blanchissement des capitaux. Et la Cour des comptes sert du moteur à la base pour rechercher les preuves qui vont servir à la justice judiciaire de rendre ces décisions. Il existe une passerelle entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. Parce que les infractions que nous constatons ici, nous devons les transmettre là-bas. Et vice-versa aussi, parce qu'il peut arriver que le magistrat du judiciaire, lors des instructions des affaires par devers eux, qu'ils constatent des cas de faute de gestion. À ce moment-là, les magistrats judiciaires doivent nous transmettre les dossiers. Parce qu'eux ne sont pas compétents pour juger les fautes de gestion. On s'est mis d'accord qu'on puisse prévoir un atelier au cours duquel nous allons échanger nos expériences. Les magistrats de la Cour des comptes vont partager leur expérience, n'est-ce pas, à ceux des judiciaires et vice-versa. Les premiers présidents de la Cour des comptes et celui de la Cour de cassation ont visité ensemble, accompagnés de leur délégation, quelques bureaux de l'Institution supérieure des contrôles des finances et des biens publics en République démocratique du Congo, en passant par la salle d'audience baptisée Léon Kengowa Dondo, le tout premier président de la Cour des comptes. Poursuivons une série de rencontres stratégiques en marge des assemblées annuelles 2025 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a conduit la délégation de la RDC à une séance de travail au siège du FMI avec l'équipe pays dirigée par Calixte Aok Possi. Les échanges ont porté sur la situation macroéconomique du pays, la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du programme formel avec le FMI, ainsi que sur la mobilisation des recettes intérieures. Le ministre des Finances a souligné la résilience de l'économie congolaise caractérisée par une croissance robuste et un repli de l'inflation à 7,7% contre 23,8% en 2023. Il a également présenté les résultats de l'exécution du plan de trésorerie de l'État, marqué par un taux de réalisation de 105% des recettes à fin septembre 2025, malgré le contexte sécuritaire dans l'est du pays.
En marge du Forum économique États-Unis-RDC organisé récemment à Washington, le directeur général du FPI, Hervé Claude Ntumba Batunkunke, a mené une campagne de séduction envers les investisseurs américains pour un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre les deux pays. Le patron du FPI l'a fait à George Washington University, où il a été invité à intervenir. Regardez. Face aux investisseurs au Forum économique États-Unis-RDC, tenu cette semaine à Washington, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé Claude Ntumba Batunkunke, a mené une opération de séduction pour un partenariat stratégique gagnant-gagnant entre les deux pays tel que voulu par le président Félix Tshisekedi. Invité à intervenir sur l'ouverture des nouveaux horizons entre les USA et la République démocratique du Congo à George Washington University, le DG Ntumba a convaincu les investisseurs sur les opportunités que leur offre la RDC. Fin connaisseur des milieux d'affaires, polyglotte et ancien de la Banque mondiale, le DG du FPI s'est adressé à ses interlocuteurs en anglais. Nous tournons une page décisive du potentiel à la performance, de la vision à la création de valeurs tangibles. La République démocratique du Congo offre aujourd'hui l'une des opportunités d'investissement les plus prometteuses d'Afrique. Et son potentiel va bien au-delà du secteur minier, avec d'immenses terres arables et une population avide d'innover et de produire. La RDC est en bonne voie de devenir un pôle d'activité industrielle durable au cœur du continent. Le choix de la langue traduit la proximité entre l'orateur et l'assistance car le business est d'abord anglo-saxon. Pour le DG Ntumba, la RDC a amorcé un nouveau virage avec les réformes, l'amélioration du climat des affaires, la transformation industrielle, la discipline financière et l'ouverture aux partenariats internationaux. Le pays veut passer du potentiel à la création des richesses réelles. C'est dans cette optique que le FPI joue sa partition. Son ambition aujourd'hui vise à valoriser les ressources naturelles, à catalyser les investissements dans les secteurs porteurs des croissances et créateurs des emplois décents. Pour sortir du tout-mine, le DG Ntumba affirme que le potentiel du pays va au-delà de mines. Avec ses terres arables, son potentiel hydroélectrique et une population en majorité jeune, la RDC peut devenir un pôle industriel au cœur du continent. C'est pourquoi le FPI met l'accent sur les partenariats publics-privés comme vecteur des transformations. À travers les zones économiques spéciales, les parcs industriels, les incitations fiscales, la construction des infrastructures et la simplification des procédures administratives, le Congo offre un environnement propice aux investisseurs. La RDC ne doit plus être perçue comme un simple marché frontière, mais comme une destination des investissements et de croissance à long terme. Hervé Claude Ntumba Batunkunke invite les partenaires américains et autres à joindre le navire. La RDC est ouverte aux affaires, à l'innovation, au partenariat et à une réussite partagée. Il faut donc transformer le potentiel en progrès et la promesse en action et réussite. Restons encore au FPI. Suite à l'incendie qui s'est déclaré aux ateliers de menuiserie du quartier des Vaux, dans la commune de Ngalima, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, et sa collègue du FOGEC, Hélène Gakourou, se sont rendus jeudi dernier sur les lieux pour rencontrer les sinistrés. Ils ont fait l'évaluation des dégâts causés par cet incendie, en vue de voir comment financer la relance des activités de ces menuiseries qui ont tout perdu. C'est un reportage réalisé par la cellule de communication du FPI. À Delvaux, dans la commune de Ngalima à Kinshasa, la solidarité institutionnelle se transforme en action concrète. Les ateliers de plus de 50 ébénistes ont été détruits dans un incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier. Ce jeudi,
Le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birindoa, et la directrice générale adjointe du FOGEC, Hélène Gakourou, se sont rendus sur place pour rencontrer les sinistrés et évaluer l'ampleur des dégâts. Cette visite fait suite aux promesses du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à soutenir la jeunesse et à transformer l'entrepreneuriat en moteur de croissance. Amoni à compatir, il y a une solution et l'élo. Première nouvelle, c'est que tu peux venir le coin de ma banque quitter. Tu es dans ce macas 6% lent. Mais nouvelle plutôt que koleka, c'est que tu ticket libino 12 mois. Année mobimba beaucoup foutre l'autre côté. Donc lundi oyo responsable nabino awa aozwa numéro yaba chef nabiso ami balé ya FOGEC na ya FPI comme ça bakutana botala ndenge bokotia ba dossier en bonne et due forme. Sur le terrain, le DGA du FPI a rappelé le rôle de son institution, accompagner les entrepreneurs congolais grâce à des lignes de crédit dédiées à l'industrialisation et à une expertise technique adaptée. Il a également encouragé les jeunes à soumettre des projets structurés et conformes aux exigences du FPI pour bénéficier de financements sécurisés. Plus tôt cette semaine, Madame Gakou avait rendu visite au FPI pour renforcer le partenariat avec le FOGEC. L'objectif, faciliter l'accès au financement pour les jeunes porteurs des projets et renforcer la collaboration technique et financière entre les deux institutions. Le FPI met à disposition son expertise et ses lignes de crédit, tandis que le FOGEC assure les garanties financières, levier indispensable pour surmonter l'un des principaux obstacles rencontrés par des jeunes entrepreneurs, le manque de garanties bancaires. Pour ce premier projet, avec des entrepreneurs qui sont formalisés. Qui dit formalisation, ce sont ces entrepreneurs qui payent l'impôt, qui répondent, qui sont enregistrés avec un RCCM et qui sont totalement légalisés. C'est-à-dire qu'ils auront un délai de grâce d'1 année. Quand on dit délai de grâce, c'est-à-dire qu'ils ne payent rien, ils sont essentiellement focalisés dans ce qu'ils produisent au quotidien. À côté de cela, il y a un taux préférentiel qui leur a été accordé, 6% pour les hommes et 4% pour les femmes, pour montrer cette volonté de pouvoir accompagner la jeune féminine à pouvoir à rejoindre également les hommes. Cet élan de solidarité vise non seulement à reconstruire les ateliers détruits, mais surtout à assurer une relance durable des activités. Les jeunes artisans de Delvaux symbolisent la résilience et le savoir-faire congolais et devient de véritables acteurs de la croissance économique nationale. Blaise Mastaki Birindoa et Hélène Gakou ont réaffirmé leur engagement, conjugué leurs efforts, répondre efficacement aux besoins de la jeunesse congolaise et transformer les idées en projets viables et générateurs d'emplois. Un partenariat concret pour que les promesses présidentielles deviennent réalité sur le terrain et dans le quotidien des jeunes entrepreneurs. Échange instructif le mercredi 15 octobre 2025 entre la délégation de l'Inspection générale des finances, IGF, et celle de la Banque mondiale. Leurs discussions portaient essentiellement sur le renforcement du contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Les détails dans ce reportage réalisé par la cellule de communication de l'IGF. Mercredi 15 octobre 2025, un échange de haut niveau a réuni autour d'une table la délégation de l'Inspection générale des finances et celle de la Banque mondiale. Il était question pour l'une des deux premières institutions de Bretton Woods pour la reconstruction et le développement communément appelé la Banque mondiale de s'enquérir des objectifs et des résultats des missions de contrôle organisées par l'IGF ainsi que de l'exploitation obtenue de ces résultats dans le cadre de la redevabilité. La partie inspection générale de finances était représentée par Christophe Bitasimoa, inspecteur général de finances, chef de service, avec à ses côtés Emmanuel Chibingu, chef de service adjoint, et Hermani Eleza, inspecteur des finances, coordonnateur des brigades. Du côté Banque mondiale, 5 délégués ont pris part aux échanges, dont 2 envoyés spéciaux de la Banque mondiale en présentiel et 3 en conférence call
conduite par le représentant de cette institution à partir de Washington. Les deux parties ont mené des discussions sur les solutions envisageables dans le cadre du contrôle des finances publiques, mais aussi des axes d'appui éventuels de la Banque mondiale pour permettre à l'IGF d'œuvrer avec plus d'efficacité dans le développement de la RDC. Selon le chef de service de l'IGF, Christophe Bitassi-Mwabayi, cette rencontre vient à point nommé car voulue à la fois par l'IGF et par la Banque mondiale. La Banque mondiale finance la réforme des finances publiques en RDC et a déjà apporté son appui à l'IGF pour lui permettre de faire plus. Selon le gendarme financier Christophe Bitassi-Mwa, l'appui de la Banque mondiale est déjà acquis et il permettra à la RDC de renforcer ses capacités pour une meilleure surveillance des finances publiques au Congo-Kinshasa. Cette rencontre marque un tournant décisif dans la collaboration entre les deux structures qui vont désormais travailler ensemble pour améliorer la gestion de finances publiques en RDC et promouvoir la redevabilité. En dehors de Kinshasa, l'avenue de la cathédrale en Mbuji-Mayi, dans le Kasai oriental, est sous forte menace. Un collecteur d'eau a cédé depuis 7 mois à près de 5 mètres, risque de remonter vers cette route fraîchement asphaltée dans le cadre du projet Chile-Gelou. Des explications d'Emery Kazadi Chibangu. Zadio nous en disent plus. Réhabilité et asphaltée dans le cadre du projet Chile-Gelou, l'avenue de la cathédrale est sous menace de coupure. Le collecteur d'eau longeant les parcelles se trouvant le long de cette avenue a cédé depuis le mois de mars 2025 à la suite d'une grosse pluie. Au retour de la saison des pluies, la population vit dans la psychose et raconte son calvaire. Ça fait pratiquement 7 mois que cet événement s'est effectué ici chez nous. Il y avait eu une forte pluie, c'était au mois de mars, c'était vers le 20 comme ça, que la pluie a essayé de faire des dégâts ici chez nous. Une dame qui voulait un peu partir avec l'eau, on est arrivé ici un peu de sauver, et puis de biens de la maison aussi qui sont partis. C'est un peu des maisons aussi qui se sont écroulées un peu par-ci, par-là. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens qui étaient à l'intérieur. Vu que quand la pluie a eu, il n'y avait pas des gens qui étaient sur place, il y avait ceux-là qui étaient au marché, et puis les enfants s'ils étaient à l'école. Et quand ça s'est fait, tout le monde n'était pas à la maison. La pluie a détruit ce collecteur depuis le mois de mars. Des maisons se sont écroulées. Vous voyez vous-même le ravinement. Nous avons pleuré et rapporté auprès de toutes les autorités sans exception, mais nous continuons à pleurer tous ces jours. Dès qu'il y a menace de pluie, nous sommes obligés de prendre tous nos enfants et nos biens pour les amener ailleurs sous protection et les remettre après. S'il pleut la nuit, personne ne dort dans le quartier. Nous sommes dans une souffrance terrible et nous prions Dieu pour qu'il vienne lui-même nous assister parce que nous sommes fatigués avec nos dirigeants. Il n'y a aucune perte en vie humaine, mais des pertes considérables des biens car il n'y avait pas moyen de sauver les biens. Heureusement que c'était pendant la journée et plusieurs enfants étaient à l'école. Dieu avait fait grâce pour qu'il n'y ait aucune perte en vie humaine. Depuis 7 mois déjà, quelques visites des officiels avaient donné espoir, mais jusqu'à ce jour, il n'y a aucune intervention de la part des autorités compétentes. Aucune intervention. Donc en fait, avoir des visiteurs qui viennent nous visiter ici. Bon, nous en pensant que quand ils viennent ici, peut-être ils peuvent faire arriver notre problème au niveau provincial. Jusqu'alors, rien n'est fait. Nous sommes déjà pendant la période de la pluie. On ne sait pas comment on va vivre encore dans cet état ici. Il y avait eu les visiteurs de l'État, ils étaient ici. Il y avait des députés. Le maire de monsieur le maire était ici de passage. Le vice-gouverneur lui-même, il était encore ici de passage. Et après leur passage, on avait vu quelques personnes qui étaient venues en prenant, ils prélevaient des mesures ici. Nous, on pensait que non. D'ici là, on peut commencer les travaux. Jusqu'alors, rien n'est fait.
J'habite l'avenue Cathédrale, la parcelle où le collecteur a éclaté, emportant les habits de ma mère, de mes enfants et tous les ustensiles. Il n'y a rien qui est fait, les autorités sont venues voir et sont reparties sans rien de concret jusque-là. À l'est, il y a la guerre, mais nous ici, c'est une autre guerre. Ne peut-on pas s'occuper de nous? Ce collecteur date de longtemps et pas aujourd'hui. Il peut se détruire, mais est-ce que pour cela, nous devons être exposés avec nos enfants? Nous devons encore rester comme ça combien de temps? Nous sommes fatigués de dormir dans des églises et autres hangars sous le froid. Qu'ils pensent à nous, nous allons déménager vers où? Les autorités provinciales doivent intervenir. Le gouverneur lui-même ne doit pas attendre des rapports, mais il doit venir voir de ses propres yeux en tant qu'habitant de notre quartier. Si en amont la menace envers l'avenue Cathédrale semble être négligée, en aval tout le volume de l'eau non canalisée se déverse vers l'avenue Ngalola. Comme prolongement de la nationale numéro 1 au cœur de la ville de Mbujimayi, cette avenue est en pleine modernisation devant passer à 4 bandes. Si rien n'est fait dans l'urgence, cette voie d'intérêt vital et économique risque elle aussi d'être attaquée alors qu'un ouvrage de grande envergure est en train d'y être effectué. Pendant les travaux obligeant la fermeture de l'avenue Ngalola, l'avenue Cathédrale est une voie de secours pour accéder au grand marché de Mbujimayi. Contacté, le ministre provincial des ITPR a dit être sur le dossier, mais la question étant délicate, il s'est abstenu de se prononcer. De son côté, l'OVD en tant que service technique à travers sa cellule de communication a fait savoir qu'après constat effectué, des études techniques ont déjà été menées et un devis estimatif des coûts a été transmis aux autorités politico-administratives à leurs échelons différents. L'OVD n'attend que le financement afin de se mettre au travail. Des hommages dignes d'un grand homme ont été rendus le jeudi 16 octobre 2025 au Palais du Peuple à l'honorable Patrice Kitebi Kibolnvoul, décédé le 7 octobre dernier de suite d'une maladie à l'âge de 71 ans. D'importantes personnalités ont effectué le déplacement de l'hémicycle pour honorer la mémoire de celui qui, dans son parcours sur la terre des hommes, a été tour à tour ministre délégué aux finances et directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Cet homme intègre et intelligent, caractérisé par la rigueur, l'orthodoxie et l'excellence, a rendu de bons et loyaux services à la nation. Le directeur général de l'agence Galaxy Media, Jérôme Sekana-Pene Papa, est allé aussi s'incliner devant la dépouille de Patrice Kitebi Kibolnvoul, qui laisse derrière lui une veuve, 4 filles et des petits-enfants. Il a été conduit en sa dernière demeure le même jeudi 16 octobre au cimetière Nécropole dans la commune de Nsele. Avec la disparition de l'honorable Patrice Kitebi Kibolnvoul, la République démocratique du Congo vient de perdre l'un de ses plus grands technocrates en finances publiques et économie. Il vous souviendra, lorsqu'il était ministre délégué aux finances, c'est sous sa direction que la Troïka stratégique a pris ses lettres de noblesse. Il vous souviendra, au cours de cette période-là, en 2012, disais-je, que le pays a frôlé le taux de croissance économique à 2 chiffres. Nous étions à 9,5%. Donc, c'est quelqu'un qui savait imprimer non seulement la rigueur, la bonne gouvernance et surtout une très belle planification. Je m'en vais donner un exemple patent qui illustre que Patrice Kitebi Kibolnvoul était un génie en matière des finances publiques. Lorsque, en 2013, nous nous retrouvons à Washington, D.C., où, vous savez, il y a plusieurs groupes au sein de la Banque mondiale et même du Fonds monétaire international, à part bien sûr les gouverneurs, qu'on appelle les gouverneurs de pays membres de la Banque mondiale, qui se réunissent autour du président du groupe de la Banque mondiale. Il y a des groupes
comme le G24. Le G24, ça faisait une dizaine d'années que nos frères de la Côte d'Ivoire dirigeaient ce groupe. C'était un groupe de pays francophones. Et lorsque Kitébi arrive, lui, ministre et délégué aux Finances, il a brisé la glace. Il a dit au sein des institutions de Bretton Woods, les fonctions sont rotatives. Et du coup, il a plaidé pour que la République démocratique du Congo puisse présider également aux destinées de ce groupe-là. Et ce qui fut fait, il était même accueilli, il était salué par des applaudissements, un standing ovation que je salue jusqu'à aujourd'hui parce que à l'époque, franchement, quand il prenait la parole même au sein des institutions de Bretton Woods, c'était un monsieur qui savait faire la synthèse et surtout donner l'orientation qu'il fallait suivre. Alors, ce qu'on peut retenir également de Patrice Kitébi Kibonvoul, notamment sur sa technicité, c'est lorsqu'il arrive au niveau du fonds de promotion de l'industrie. Au fonds de promotion de l'industrie, il trouve les recettes mensuelles sont de l'ordre de 2 500 000 $ américains. La première des choses qu'il fait, il dit il faut renforcer les capacités des cadres et agents de cette institution. En tout cas, il a fait en sorte que les universités à travers le monde sont venues donner cours aux cadres et agents. Donc il y a même ceux qui ont des PhD. Donc il a renforcé les capacités, il a permis à tout le monde de pouvoir avoir un niveau requis pour travailler au sein de cette banque de développement. Et du coup, il a révisé sous son autorité, sous son leadership, il a révisité le 3 protocoles d'accord qui liaient le fonds de promotion de l'industrie avec d'autres institutions comme l'OCC, comme la DGDA et comme le GFREM. Et il a recruté un cabinet Mbwechangol, dont lequel je fais partie, pour renforcer les capacités des technocrates qui étaient au contact avec le recouvrement des recettes du FPI. Ce qui fait que d'une année à l'autre, on est passé de 2 500 000 $ à 5 millions et le pic était jusqu'à 15 millions de dollars le mois. Vous comprenez par là que ce n'était pas n'importe qui. La République démocratique du Congo vient de perdre un grand homme. À peine nommé à la tête de la Société nationale d'électricité SNEL, le professeur Teddy Luamba perd l'un de ses piliers en la personne de Georges Okanda Unga, décédé le 10 octobre en cours. Cet ingénieur de formation était conseiller du directeur général de la SNEL. Sa disparition laisse un vide au sein de sa famille biologique et de ceux qui ont connu cet homme d'une générosité légendaire. Il a été conduit à sa dernière demeure ce dimanche 19 octobre 2025. Jérôme Sekana Penepapa, directeur général de l'agence Galaxy Media, lui a rendu ses derniers hommages et nous fait ses propos. Georges Okanda, c'est un ingénieur, un génie né. Déjà, dans son enfance à Kailo, mon territoire natal, il s'est distingué des autres enfants parce qu'il aimait l'excellence et il était toujours parmi les premiers. Il a étudié bien sûr au niveau de l'ISTA où il a terminé avec une très grande distinction et il était engagé au sein de la SNEL où il a vraiment montré de quoi il était capable. Comme vous le savez, il était au sommet de la gestion, parce qu'il était directeur technique, assistant même du directeur général. Mais ce qu'on peut retenir de Georges Okanda, c'est un monsieur méticuleux. Non seulement il était méthodique dans le travail, il imprimait la rigueur, il ne laissait jamais des tâches inachevées, il faisait les suivis et socialement parlant,
C'était un monsieur très sociable. Et c'est pour cette raison on l'appelait l'homme à l'enveloppe kaki. Cela veut dire tous les frères et sœurs qui étaient dans le besoin et qui passaient le voir, ils savaient partager le peu qu'ils gagnaient. C'est ce qui justifie l'engouement, la multitude de personnes qu'on a vues à ses obsèques, parce que tout le monde voulait saluer sa mémoire. Ce numéro de fiscalité et développement produit par la rédaction de l'agence Galaxy Média AGM est ainsi terminé. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur votre chaîne.